Ok. Bon bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité en fait ce soir pour ce meet-up. Je suis très content du coup de venir vous parler un petit peu de Condé Nast, des applications de news d'aujourd'hui et aussi un petit peu de celles de demain. Donc je m'appelle Juan Estupinan. En fait, je travaille pour le groupe Condé Nast, qui est un groupe américain. Qu'est-ce que je fais en fait, d'où je viens, qu'est-ce que je fais en fait un petit peu dans ma vie, c'est assez simple. Moi, je suis un ancien des Gobelins, donc de l'école des Gobelins, où je fais des études multimédia et de design d'interaction. Je suis devenu prof aux Gobelins après en fait avoir fini mes études. En fait, ma carrière elle a commencé en 2008, donc presque au tout début en fait du mobile, donc 2007 l'iPhone, etc. Après, j'étais Mobile Project Manager pour un petit groupe de presse en fait, qui est très spécialisé dans le design. Donc, je ne sais pas s'il y a des graphistes ici, mais ils éditent un magazine qui s'appelle Étape, qui est un magazine vraiment spécialisé sur le design. J'ai commencé à faire du consulting aussi en strat digital, digital publishing. J'ai cofondé une petite start-up en fait. Aux alentours de 2010, j'ai eu l'idée que les tablettes allaient être quelque chose d'important. Et donc du coup, j'ai développé une technologie en fait qui permettait de faire des applis dans le cloud. Donc très facilement, sont des skills ou des expertises techniques en fait permettaient de créer des applis assez interactives. J'ai pas mal collaboré avec Adobe en fait. J'ai testé beaucoup de leur soft et j'étais un peu ambassadeur de certaines de leurs technologies. Ce qui m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de groupes de presse, Mondadori, Prisma, Lagardère, même Le Monde à une époque en fait, en tant que consultant. Et j'ai atterri chez Condé Nast où je m'occupe en fait de tous les développements des applications mobiles et je m'occupe du digital publishing. Donc deux mots sur Condé Nast. En fait, Condé Nast c'est un groupe de presse américain qui édite des marques comme Vogue, comme GQ, comme AD, comme Vanity Fair, aux États-Unis comme The New Yorker, comme Wired, comme vraiment beaucoup de marques qui sont assez iconiques dans la presse magazine, plutôt presse très haut de gamme. C'est une entreprise qui existe environ il y a 100 ans en fait. Donc ça fait 100 ans qu'on édite des magazines, qu'on édite de la presse et on est présent dans environ 22 pays en fait dans le monde. Donc quelques projets que j'ai réalisés pour Condé Nast, ça fait 5 ans en fait, presque 5 ans que je travaille pour le groupe. Et donc pendant ce temps-là en fait j'ai pu réaliser un certain nombre de projets pour eux. Donc j'ai lancé la version interactive du magazine Vogue en fait qui est un magazine assez iconique pour les fans de mode. J'ai lancé par la suite la version iPhone en fait de ce magazine. J'ai lancé aussi la version interactive du magazine GQ, qui est un magazine plutôt masculin. La version interactive, la version smartphone en fait de cette marque-là, donc qui est une marque très lifestyle en fait, très mode lifestyle, très ciblée homme. J'ai lancé aussi par la suite Glamour, la marque Glamour sur iPad et le référent aussi mobile en fait sur smartphone, donc une appli purement pour des jeunes. J'ai lancé aussi pour la marque Vogue Collection une appli universelle qui combine un layout smartphone et un layout tablette dans une même app. Et récemment, en fait, pour la marque Vanity Fair, on a lancé une appli iPhone et iPad en même temps, en fait, une itération qui est notre dernière version, un petit peu de ce qu'on fait en fait en termes de mobile. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais en fait pour le groupe? C'est très simple. C'est un groupe qui a beaucoup de marques. Ces marques vont créer du contenu, donc de l'information. Mon rôle, j'ai deux rôles en fait. Un rôle, c'est de créer les applis en fait qui vont permettre de distribuer cette information. Mais j'ai aussi le rôle de créer des systèmes d'information ou de technologie qui vont permettre de pousser le contenu qui est créé par ces marques en fait dans ce type de dispositif. Donc en gros, créer des back-ends, créer des workflows, créer des processus en fait métiers pour récupérer l'information. Donc avant de vous parler des applis d'aujourd'hui, je vais vous parler des applis d'hier en fait, un petit peu du passé et de comment en fait notre groupe a évolué au fil de temps pour arriver à ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on compte faire demain.
Donc, pourquoi Condé Nast a choisi un framework mobile propriétaire versus du dev en natif? Donc, il faut bien se mettre dans un contexte en fait qui est le temps, donc 2008-2010 en fait, où le mobile vraiment commence à exploser. En 2010, Steve Jobs annonce la sortie de l'iPad en fait en avril, donc un device révolutionnaire pour la presse, un device qui avait beaucoup de potentiel en fait pour les magazines, qui est notre produit phare. Donc très rapidement, l'été en fait, Adobe et une marque qui s'appelle Wired, qui est très spécialisée sur la technologie, lance un produit un peu phare, prototype en fait, de le magazine de demain en fait, des possibilités. Et donc du coup, l'adoption de ce produit, elle était énorme, en fait, le buzz. Et ce qui s'est passé, c'est que les actionnaires en fait, de Condé Nast, ils ont vu ça comme une opportunité pour muter notre produit phare, qui est le produit print, dans l'environnement digital. Donc fin 2010, ils ont pris la décision de se rallier avec Adobe en fait, pour développer l'édition électronique, ou ce qu'on appelle une stratégie plutôt tablet first ou print first. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en France? En France, j'ai rejoint le groupe et du coup, on a lancé en fait des applications pour toutes les marques. Donc, on a lancé toutes les marques qui existent dans le groupe avec différents types de produits, différentes itérations en fonction des marques. Donc, on commence à regarder les métriques et les métriques nous montrent que les tablettes ont du potentiel en fait. Mais avec les stats qu'on commence à regarder, on se rend compte très très rapidement dans cette période que l'adoption des tablettes elle est beaucoup plus lente de ce qu'on imaginait en fait, et que le boom se passe en fait côté smartphone. Donc du coup, il y a vraiment une explosion des smartphones et on se dit ok, il y a quelque chose à faire. Donc du coup, je vais vous parler des applications d'aujourd'hui et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de comment on a migré vers un framework purement natif en fait au fil des dernières années. Donc pourquoi on a choisi un framework mobile 100% natif versus un app builder? Il y a beaucoup de technologies qui vous permettent en fait très facilement, quelques clics, des assets en fait, et ça vous compile une app en fait. Et pour certains secteurs ou certaines industries, c'est très très bien. Mais pour un groupe comme le nôtre, en fait, on manquait un peu de flexibilité, ce que vous voyez dans cette image-là. Et donc du coup, en fait, on utilisait une technologie de Adobe qui s'appelle DPS, en fait. C'est une technologie qui était très rigide, très performante, en fait, pour faire des magazines, etc., mais très rigide en termes d'expérience utilisateur, en termes de fonctionnalité, en termes de tracking, en termes d'évolution produit. Donc on a réussi quand même du produit de base que vous voyez là à faire des itérations pour le rendre un peu plus sexy, pour rendre le message client un peu plus clair. Mais c'était pas suffisant en fait. Il nous fallait quelque chose d'un peu plus modulable, avec une UX plus forte en fait, une flexibilité plus importante. Donc on a lancé un projet en fait qui s'appelle Codename Butterfly. C'est un projet qui se divise en deux parties très importantes en fait. Une partie est la création d'un CMS ou une techno en fait qui allait nous permettre de construire du contenu d'une façon structurée en fait. En gros, faire des magazines en HTML pour le dire rapidement. Et une autre partie en fait qui était très importante, c'était de construire des coquilles mobiles en fait, des coquilles d'appli en fait qui allaient nous permettre de pousser ce contenu structuré auprès de nos utilisateurs. Donc, on a commencé le projet en fait d'adapter un framework pour qu'il soit flexible et évolutif en fait, et qui s'adapte à nos besoins et à la stratégie en fait du groupe en fait d'année en année. Donc, notre premier focus en fait, ou première itération produit, c'était d'arriver à créer la lisibilité dans un petit écran en fait. Comment on passe d'un grand écran où on avait une logique tablet first à un tout petit écran, comment on crée la lisibilité. Donc ça c'était une de nos premières itérations. On est très visual driven parce qu'on est des magazines surtout de mode, luxe, et c'est surtout des images, des photos. Et donc du coup la place des images c'était très très importante pour nous.
Et donc du coup aussi la partie customisation, parce qu'on a beaucoup de marques en fait, et on ne pouvait pas faire des applis spécifiques pour chaque marque avec des variantes, c'était un peu compliqué. Donc du coup on a opté pour quelque chose qui pouvait être personnalisé, qui pouvait être 100% customisable, où on pouvait inscrire l'ADN de nos marques en fait, tout en gardant une logique de framework, une logique structurante en fait, qui nous permettait une certaine agilité et bien sûr des coûts beaucoup plus intéressants. Donc à nouveau, les métriques nous montrent en fait que les smartphones ont du potentiel. Mais on se rend très rapidement compte en fait que pour créer de l'engagement, il faut plus que des magazines lisibles dans une appli pour smartphone en fait. Il faut plus de choses. Une appli, nous on est des mensuels en fait, donc on publie du contenu une fois par mois. Et on s'est rendu compte en fait qu'il fallait qu'on ait des gens qui viennent plus régulièrement en fait, d'une façon plus récurrente dans nos produits. Donc on lance la V2 de notre projet. Et on va créer ce qu'on appelle des applications hybrides avec une expérience de lecture rich media. Donc on avait réussi à transformer nos contenus, nos magazines en fait en produits smartphone, et on s'est dit mais il nous faut la récurrence, il nous faut des gens qui viennent régulièrement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un newsfeed, un flux web en fait à l'intérieur de ce produit-là. On va concaténer ces deux produits, on va créer un produit hybride où nos utilisateurs vont pouvoir consulter le magazine payant, mais aussi du contenu gratuit. Donc, on a créé ce produit hybride en fait, avec une expérience de lecture 100% pensée smartphone, où on divise de grandes parties en fait, la partie magazine et la partie flux de news. Et on s'est donné environ 12 piliers en fait pour ce produit. Donc pour la partie mag, on s'est donné le pilier de la lisibilité, l'interactivité, le partage, la navigation, la double orientation, une place à l'UX très très importante. Et pour la partie flux de news, en fait, on se dit il faut qu'on récupère tout le contenu que produit GQ en fait, ou qui produit nos marques. On a créé un lecteur d'articles web spécifique avec des animations, avec du parallaxe, une navigation par catégorie, des galeries d'images. Et surtout, on a essayé de commencer à monétiser ça par la pub, en fait, par la pub dynamique qui commençait à bien fonctionner dans nos différents produits. Donc, les métriques à nouveau nous montrent en fait que les applis hybrides ont du potentiel, mais on commence à se rendre compte en fait dans cette build, learn, on commence à se rendre compte que les applis de news, ou les gens, ils attendent des applis de news autre chose. Ils attendent quelque chose qui doit être instantané, qui doit être real time, qui doit être lightning fast en fait, donc qui doit être très très rapide. C'est comme ça qu'on consomme l'information sur un smartphone. Donc du coup, on lance la troisième itération en fait de notre projet, où on va se mettre des mots-clés en fait comme objectif, donc le temps réel, le paywall et une expérience 100% newsfeed. Donc c'était pour nous une vraie innovation en fait côté Condé Nast, parce qu'on a réussi technologiquement à pousser un magazine, en fait le contenu d'un magazine en streaming en fait, comme un flux d'informations, comme un flux web, etc. Même si c'était du contenu qui était produit à la base pour du print. Donc cela nous a permis en fait de créer ce qu'on appelle un magazine en temps réel. Donc un magazine où je peux choisir par exemple un numéro, où je peux parcourir la liste d'articles en fait de cette parution ou de ce numéro en question. Quand je veux trouver un contenu qui me plaît, en fait, un contenu que j'aime, en fait, je veux pouvoir le prévisualiser en fait. Donc je veux pouvoir, par exemple, la marque va m'offrir 2 articles, donc j'ai le droit à tester le produit avant de l'acheter. Et une fois je suis content avec le produit, je peux aller le consommer. Et même ces articles à la base pensés pour le print se consomment d'une façon complètement smartphone friendly en fait, et d'une façon où on peut les consulter rapidement, facilement. On a bien sûr gardé le côté PDF parce que certaines personnes ont beaucoup de mal à se détacher de cette forme en fait sine qua non qui est un magazine print en fait. Et donc du coup pour garder les gens en fait, pour garder du coup en fait pour combler 2 parties, les gens qui sont très print et les gens qui sont un peu plus modernes, on a gardé les 2 produits à l'intérieur
d'un seul. Cela nous a permis quoi? Cela nous a permis au sein du même appli en fait de créer une expérience gratuite et une expérience payante. Donc une expérience gratuite en fait où je suis en train de consommer un newsfeed, je consomme un newsfeed, je lis de la news et à un certain moment en fait dans mon parcours je vais avoir un contenu qui vient du magazine en fait et que je peux découvrir en fait parce qu'il va être identifié et donc du coup ça va me permettre de découvrir le contenu du magazine même si je suis peut-être pas, même si j'ai jamais lu peut-être ce magazine mais j'ai lu des news en fait régulièrement dans cette marque. Et une expérience purement payante, c'est-à-dire si l'utilisateur c'est un ultra fan de la marque, adepte, et il veut aller chercher un numéro parce qu'il veut lire un article spécifique, bah, il peut l'acheter directement. Donc, Build, Learn, Build. Depuis 2013, en fait, on a itéré en fait, sur nos différents produits. Donc, on a vraiment été step by step en fait, dans la construction de notre projet et de nos produits. On a commencé en 2013 avec une certaine problématique qui est la lisibilité, puis on a rajouté une autre problématique en 2014, en fait la récurrence et comment créer l'hybridation. Puis après on est passé sur la partie un peu plus newsfeed, en fait qu'est-ce que les utilisateurs consomment aujourd'hui dans une appli de news. Après on a fait des essais sur l'universalité, comment en fait rendre cette expérience multi-device, multi-OS. Et on a fini en 2016 en fait avec notre quatrième itération produit où là on a vraiment tout l'apprentissage de nos dernières années en fait qui est concaténé dans un seul produit où on a en fait la possibilité, la capacité technique d'avoir un magazine sous la forme d'un flux et le flux traditionnel du web dans une tablette et dans un smartphone en fait, et dans deux OS, iOS et Android. Mais c'était vraiment beaucoup de travail en fait au fil des années pour arriver à cette maturité de produit. Donc maintenant, je vous ai parlé un petit peu de ce qu'on fait, de nos applis, mais j'aimerais aussi vous parler un petit peu de ce que je pense vont être les applis de news de demain. Donc par exemple de AI, de chatbots, de la personnalisation, du langage naturel. Donc les métriques nous montrent que les applis de news ont du potentiel en fait. Quelle tendance pour demain? Donc une tendance qui est pour moi presque évidente, on ne le voit pas très bien dans le keynote, mais c'est les newsbots en fait, et c'est l'interaction de comment un utilisateur va communiquer avec un système d'information en disant mon intention c'est ça, je veux faire ça. Et le système d'information va comprendre en fait l'intention, va le traduire en données structurées, va passer ça à un bot engine en fait qui est préprogrammé pour réagir à cette intention. Et du coup, on va pouvoir créer des expériences un peu comme celle de CNN en fait, où on peut chatter en fait ou piloter un peu sa consommation de news en fait dans quelque chose qui est assez naturel, qui est je balance un keyword, je reçois du contenu, show me more par exemple, je vais avoir une profondeur ou un approfondissement de ce contenu. Donc par exemple Quartz l'a très bien fait dans leur appli en fait, qui est un peu un sort de chatbot guidé. Et donc ça c'est que le début en fait pour moi, mais ça va s'améliorer. Donc le langage naturel propulsé par le AI, par le machine learning, par les neural networks, par convolutional networks, tout ce qu'on voit, deep learning, vont arriver en fait à qu'on arrive à maîtriser la natural language processing. Et donc du coup on va pouvoir vraiment interagir en fait avec un système d'information de news d'une façon plus freestyle, plus naturelle, plus cool en fait, où je vais pouvoir vraiment dire je suis dans tel mood, je veux m'informer sur ça, je suis dans tel état d'esprit, je veux m'informer de cette façon-là, je veux rigoler, donc montre-moi des gifs seulement, j'ai un peu de temps, montre-moi des vidéos. Donc ce type d'interaction, plus de l'utilisateur vers le newsgroup en fait, vont avoir lieu, je pense très rapidement de 2017-2018, et on verra des technologie un peu comme Vive.ai qui a été récemment acquise par Samsung s'est développée en fait de plus en plus parce que la notion de l'assistant personnel que tous les grands constructeurs, Apple, Google, Amazon avec Alexa, etc., veulent apporter dans nos vies
les applis de news et la consommation d'informations va suivre en fait, à mon avis, cette tendance-là. Une tendance qui pour moi est très très importante aussi dans le futur de la presse en fait, c'est un peu ce que Apple est en train de faire avec Apple News, qui n'est pas encore sorti en France mais qui ne devrait pas trop tarder à arriver. Et c'est la notion de personnalisation, c'est-à-dire j'ai un agent, un AI agent en fait, que je vais entraîner par le simple fait de consommer de la news ou pas consommer de la news, aimer un post, aller jusqu'au bout du post, le lire intégralement en fait. Et du coup, les groupes en fait, médias vont devoir un petit peu essayer de s'aligner sur ce que l'utilisateur a comme centre d'intérêt et pas sur tout ce qu'on produit comme information. Mon groupe, il produit énormément d'informations sur les personnes qui aiment les chaussures, les montres, les cravates, les voitures, etc. Mais peut-être une typologie d'utilisateur aime un seul cluster d'informations et pas toute cette amalgame-là. Donc du coup, commencer à lui personnaliser, à lui cibler en fait l'information qu'il va consommer. Ça va être dans son intérêt parce que, on le sait tous, en fait, il y a peu de temps, les gens, ils consomment la news rapidement, ils sont en déplacement, en fait. Donc, du coup, des informations plus ciblées, plus pertinentes vont créer un engagement qui est beaucoup plus fort. Une autre partie qui est très, très importante, en fait, c'est l'expérience des lectures. L'expérience des lectures fait que le produit mobile, en fait, il a un impact dans le consommateur. Et l'expérience de lecture, par exemple, qu'on voit dans Facebook Instant Articles ou qu'on voit dans Snapchat Stories, en fait, c'est des itérations vers l'avenir en fait, d'une expérience de lecture moderne, 100% mobile, 100% smartphone ou tablette, et qui s'éloigne un petit peu de l'article simple, image, texte, image, titre, texte, auteur, intro, et qui présente de nouveaux paradigmes, en fait. Donc, je pense que c'est une des vraies innovations en fait, qui vont arriver très rapidement chez nous, tous les confrères de la presse. Et on espère pouvoir les mettre en place assez rapidement. Donc, de mon côté, c'est tout. Merci et avez-vous des questions ? Oui. On entend parler souvent aujourd'hui du fait que justement la presse devient de plus en plus dépendante de la technologie. Oui. Tu as souligné l'exemple de Facebook Instant Articles. En migrant les applications de Condé Nast, les magazines, vers quelque chose qui au final ressemble de plus en plus à un flux qui peut être présent dans au final beaucoup plus de types d'applications. Vous ouvrez au final à une certaine manière à une compétition sur la consommation plus étendue parce que je consomme Condé Nast ou des stories sur Snapchat ou sur Instagram ou sur mon feed Facebook. Ça se ressemble de plus en plus. Comment est-ce que vous envisagez ce challenge qui va venir et au final ce vol de trafic qui se passe aujourd'hui déjà? Je peux te le dire, je ne sais pas s'il y a des gens d'Apple, Facebook par ici. Bon. C'est très simple en fait. Pour un groupe de presse, la data, ces données, sont son pilier en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un phénomène où nous, on est des producteurs d'informations et les gros constructeurs en fait, ils concentrent les trafics. Donc stratégiquement, pour un groupe de presse, aujourd'hui, c'est très très important, même si on sait que ces constructeurs, ils ont des super expériences, ils ont des concentrations de trafic très très fortes. C'est très important de développer en fait ce qu'on appelle l'écosystème propre en fait, l'écosystème qui appartient au groupe en fait. Et pouvoir capitaliser sur des données propres en fait et des données construites par nos propres produits, par nos learning, par nos études, par nos apprentissages et pouvoir délivrer à ces types de personnes des expériences de plus en plus premium en fait, même si on ne peut pas leur livrer ce que l'instantanéité que Facebook peut dans leur infrastructure, on peut par exemple leur donner des choses plus de l'ordre d'un club, plus premium, les inviter à des choses qui vont rendre ces gens très importants pour nous et créer un engagement vers les marques qui est plus fort. Donc, vous livrez toujours votre expérience de lecture à travers vos applications EO. Est-ce que vous avez l'intention d'explorer les interfaces conversationnelles, à savoir Facebook, WhatsApp, WeChat? Je suis très prudent en fait avec les itérations technologiques. À force du passé, tout ce qu'on a appris avec les tablettes par exemple, il faut être toujours très prudent.
avec les itérations technologiques. Les itérations technologiques, ils ont toujours un buzz très très vite en fait de leur sortie, early adopters, tout ce qu'on voit dans le VR, mixed reality, etc. Super buzz. Il y a certaines personnes, surtout les développeurs d'app, ils font beaucoup d'argent. Après, les créateurs de contenu sont toujours dans ces investissements qu'après, il faut monétiser et se rendre compte si les gens vont finalement être au rendez-vous ou pas. Donc, on analyse et on a appris avec le temps à analyser les tendances technologiques, à faire des tests et avant de se lancer 100% dans quelque chose. Mais on a identifié avec nos confrères worldwide de Condé Nast en fait de points de consommation de contenu qui sont des évolutions, je dirais presque culturelles en fait. Et si on ne s'aligne pas avec ce que les gens sont en train de faire, on est en décalage et on n'est pas au rendez-vous, ce qui est très important en termes de produits. Donc c'est plus du MeToo que un vrai vecteur de monétisation. Aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour le dire en fait. Je pense que certaines choses, faut les tester, faut les analyser et avant d'aligner toute une strate là-dessus. C'est okay. Oui. On n'a pas du tout parlé de web mobile. C'est quoi votre part d'audience? Comment ça évolue et est-ce que votre part d'effort quand tu dis web mobile, tu parles de quoi? D'un site web qui est... Ok. Chez nous, c'est très très important en fait. Chez nous, le trafic mobile, il a déjà dépassé le trafic desktop en fait depuis un moment. Et il est très très fort et très important. Après, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire avec un navigateur web et du JavaScript, qu'on peut faire avec du natif. D'où l'importance en fait qu'on met sur nos produits et sur certaines possibilités en fait que les natifs présentent. Et c'est des strates différentes en fait. C'est pas des strates qui vont aller en compète, mais il y a certaines parties de certaines typologies de consommateurs, ils sont très à l'aise avec un browser et du snacking, et ils viennent de Google, ils viennent des réseaux sociaux, etc. Mais il y a d'autres typologies d'utilisateurs qui cherchent une implication plus forte dans la marque en fait. Et ça, c'est nos porteurs d'appli en fait. Oui. Tout à l'heure, quand on écoutait parler de la matinale, on voyait que la logique de transformation et de monétisation derrière était super importante. Oui. On a beaucoup moins parlé de ce faire de ma part. Est-ce que c'est Je lié à la marque ou est-ce que c'est... En fait, je ne peux pas trop donner des informations qui sont confidentielles. Le groupe, il est assez sur ces données. En fait, Global, ils ont une politique, c'est un groupe américain. Je suis désolé. Ils ont des politiques assez strictes là-dessus. Mais c'est le pilier, en fait. La monétisation, la conversion, l'engagement, c'est le pilier. Je dirais que pour nous, l'engagement auprès de nos marques, il est très, très important, en fait. C'est-à-dire qu'on est capable de faire plusieurs produits ou typologies de produits ou des choses, mais ce qu'on cherche, c'est que quand peut-être un 25 ou un 15, 30 ans, une fille à Paris qui aime la mode, elle va être plutôt adepte de glamour en fait, parce que il y a des valeurs de cette marque qui lui parlent en fait. Donc c'est ce qu'on cherche à traduire dans nos produits. On cherche vraiment ça, l'engagement. D'autres questions? Est-ce que vous voyez les bots comme quelque chose de complémentaire à l'avenir des applis ou quelque chose qui va les remplacer? En fait, l'interaction qu'un humain peut avoir avec une interface, elle est très subtile. C'est-à-dire que pour moi, les bots, en fait, c'est juste une nouvelle façon d'interagir.